Il y a tout juste 20 ans, je me rendais aux urnes pour la quatrième fois, mais c'était la première fois que je venais pour voter. Et oui, c'est-à-dire pour donner mon avis. Parce que les trois autres fois, j'étais venu pour décider avec d'autres qui allait pouvoir parler en mon nom. 2 ans plus tard, la Constitution refusée par le souverain peuple français a été adoptée par les assemblées rassemblées en congrès. Autrement dit, est-ce que la démocratie est morte il y a 20 ans en France? Pour en parler, je suis aujourd'hui avec Monsieur le maire Franck Meyer, Monsieur le politologue Christelle Lamergnambi et Monsieur l'ancien attaché parlementaire et spécialiste en gestion immobilière et conseil de gestion, Pascal Olive. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, Franck, tu es maire de ton village depuis 2001. Oui. L'année prochaine, tu fêteras donc ton quart de siècle au service de cette commune. Avec le recul de ces 25 années, scrutin après scrutin, quel grand changement as-tu observé dans la participation citoyenne et le rapport des habitants à la démocratie? Ce qu'on note, alors pas seulement de mon observation propre, mais d'une observation qui est confirmée par des enquêtes successives, notamment par Sciences Po, qui régulièrement mesure la confiance des Français en la démocratie, ce qu'on note, c'est qu'il y a une érosion de cette confiance qui s'est faite au fil des ans. Que cette érosion, elle est d'autant plus importante que la structure qui est l'objet d'un vote est importante. Pour faire clair, si on participe, on regarde des élections des communes plutôt de petite taille ou de taille moyenne, la participation est plus importante que dans des communes où il y a énormément d'habitants, des grosses communes. Donc ça, c'est intéressant à noter, c'est que plus les habitants, plus les citoyens ont un sentiment de proximité, plus ils semblent être intéressés par l'élection. Et du coup, la mobilisation s'en ressent et l'absentéisme est plus important dès lors qu'une commune est plus importante ou que l'objet du vote, je le redis, paraît éloigné des citoyens. Par exemple, quand on vote pour la région ou le département. Donc ça, c'est un premier constat. Et du coup, la confiance exprimée par le fait de se déplacer pour une élection, eh bien, elle s'est érodée vraiment au fil du temps. Et tant et si bien que je vois en février de cette année, quand Sciences Po a de nouveau relancé un sondage avec OpinionWay, eh bien, on s'apercevait que la confiance en l'État, eh bien, elle avait véritablement souffert, très clairement, puisque le taux de méfiance à l'égard de l'État était mesuré à 45% en février de cette année, donc février 2025. Donc voilà, ce qu'on note, c'est une érosion de la Mhm, confiance et de la participation citoyenne. très bien. Pascal, ces dernières années, c'est certainement de pair avec cette confiance, on a vu émerger des formes de contestation très fortes. On a vu la manif pour tous, les mobilisations contre les gouvernements Hollande et Valls, les Gilets jaunes, bien entendu. Autant de mouvements qui semblent avoir exprimé une rupture avec le consensus républicain traditionnel. Dans un paysage politique qui est de plus en plus fragmenté et après une crise sanitaire qui a bouleversé les repères collectifs, est-ce que ces formes de mobilisation, souvent spontanées et décentralisées, prennent aujourd'hui le relais des modèles classiques d'expression démocratique comme le vote ou l'engagement dans les partis? Et qu'est-ce que cela dit selon toi de notre démocratie? Notre système démocratique, avec une représentation, date de 100 ans, 100 ans, 130 ans, 150 ans, 200 ans, selon les pays. Et effectivement, dans le monde d'aujourd'hui, dans ce système, de société qu'on appelle des fois liquide, mais extrêmement déstructuré, ce mode de représentation est en réflexion. Et il y a des vrais problèmes. Euh, Et il y a besoin incontestablement de transformer le système de la représentativité classique. Tu vois, c'est mon sentiment. Et on ne peut pas organiser la démocratie comme on l'avait organisée il y a 100 ans ou 150 ans avec des partis politiques. La preuve, c'est la disparition quasiment des partis politiques. Où ils renaissent de temps en temps, mais globalement,
les partis politiques tels qu'ils étaient organisés il y a 50 ans n'existent plus. Les grandes organisations avec des centaines, des millions d'adhérents qui infusaient l'ensemble de la société, où il y avait des... Moi, j'étais une tradition socialiste, il y avait des kermesses, des fanfares dans chaque commune. Tout ça a disparu. Donc, tout ce système, parce que cette société-là aussi a disparu, c'est pas... Et donc, il y a besoin de revoir. Et je crois qu'en particulier la question du référendum, et comme pour rejoindre ce que dit Franck, le besoin du lien entre le citoyen et la chose publique doit être réorganisé. Et la question du référendum, d'initiative locale, entre autres, est quelque chose qui doit être, à mon avis, beaucoup plus développé. Des études ont été faites, par exemple, il y a deux pays qui développent beaucoup les référendums, c'est la Suisse et la Californie. On ne le sait peut-être pas, et en général, tous les États américains, les États fédéraux américains, utilisent beaucoup les référendums. Et on a constaté que chaque fois qu'il y avait plus grande participation du citoyen via des référendums à des sujets locaux, par exemple, pour prendre un exemple, on parlera après du référendum européen, mais il y avait une plus grande adhésion. Cette adhésion, elle doit pouvoir se faire, y compris quand le général de Gaulle a institué le référendum, beaucoup de Français, et tous les Européens étaient contre, en disant c'est la voie. Et déjà, de Gaulle, il y a 50 ans, disait mais vous ne pensez pas que les gens sont éduqués. Vous ne faites pas confiance. Et de Gaulle a dit non, moi je fais confiance. Le peuple français n'est pas le peuple d'il y a 70 ans ou 80 ans. On peut lui faire confiance. On disait oui, mais regardez, le référendum, ça a amené Napoléon Bonaparte à l'Empire. Et c'était passé ce temps-là. Donc, je pense sincèrement qu'il y a une réflexion qu'on ne va peut-être pas avoir aujourd'hui parce qu'elle est complexe et elle mérite d'être réfléchie sur comment dynamiser la démocratie, qui me paraît quand même de toujours la meilleure solution. Et c'est impératif de la développer parce que autrement, s'il n'y a pas de démocratie, le risque, bah, c'est de dire il faut gérer les problèmes et la meilleure façon, c'est un homme fort. Et au fond, on voit partout que cette baisse de la démocratie va avec la montée d'autocratie ou de la volonté de mettre sa confiance dans un homme providentiel. Et c'est un échec. Notre système français qui est très centralisé avec un président, on le voit que ce président a en réalité peu de pouvoir et n'arrive pas à changer les choses. On a inventé la Ve République pour sa stabilité et sa capacité à changer, à pouvoir faire des choses. Or, on constate que même si on a une majorité absolue, même si on a la majorité au Sénat, les présidents, très vite, 6 mois, 9 mois, un an après leur élection, sont en incapacité de changer les choses. Parce que l'exemple, par exemple, d'Emmanuel Macron est typique. Il a voulu avoir une présidence jupitérienne et un an après, il avait déjà les gilets jaunes et il ne pouvait plus faire ce qu'il voulait. Et il a été largement bloqué. Donc il y a besoin de réfléchir à une démocratie du XXIe siècle et qui met beaucoup plus l'accent sur la participation des gens dans les prises de décision telles que nous la connaissons aujourd'hui. Alors justement, moi, Pascal, tu peux me permettre, tu évoquais les gilets jaunes. Et j'ai le souvenir qu'en 2019, le président de la République avait voulu rencontrer les maires en faisant une sorte de tour de France pour pouvoir essayer de relancer ce dialogue démocratique, ce dialogue avec le terrain, ce dialogue avec la proximité. Et pour ma part, j'étais présent dans la toute première réunion que l'Élysée avait organisée. C'était le 15 janvier 2019, c'était à Bourtroude. Et dans son discours préalable à l'échange qui après avait eu lieu avec un certain nombre d'élus triés sur le volet, eh bien, le président de la République avait évoqué comme un traumatisme démocratique le référendum sur l'Europe de 2005. Et il l'a évoqué devant nous tous, les élus, en disant que finalement, lui se souvenait bien que avoir fait appel à un référendum et après ne pas tenir compte de l'avis majoritaire, ou en tout cas de le contourner, parce que le traité de Lisbonne qui a été présenté en 2008 en congrès pour les parlementaires, ce n'était pas exactement la copie de ce qui avait été discuté en 2005. Mais
pour la population française. Ça apparaissait comme être bonnet blanc, blanc bonnet. Et puis, il y avait, non pas que les Français rejetaient l'Europe, en tout cas, c'est pas comme ça que je l'avais interprété au moment, mais qu'ils ne voulaient pas de cette Europe-là qu'on leur présentait. Et pour le coup, le président Macron, le 15 janvier 2019, s'expliquant devant les élus, voilà, et j'étais présent, dit, je me souviens du traumatisme que cela a provoqué dans le corps électoral français, le sentiment que même si on donne son avis, de toute façon, il ne sera pas écouté parce que par un biais ou par un autre, le pouvoir politique va s'en détourner. Pareil, dans le référendum d'initiative, etc., populaire, ou consulter par référendum les habitants plus fréquemment, là aussi, tout un chacun craint le type de formulation de la question qui sera posée. Parce que là aussi, on sait bien qu'il y a un jeu de langage. Le pouvoir, quand il pose une question, il sait quelle réponse il veut obtenir. Et il y a, moi, je pense aussi une certaine méfiance. Alors, il y a une partie de la population qui réclamerait bien plus de référendums, mais moi, je pense, en tant que maire, qu'il y a aussi une méfiance du corps électoral à l'égard d'un recours peut-être trop important au référendum. Moi, j'entends des habitants qui me disent, mais de toute façon, monsieur le maire, on vous a élu. Donc, à un moment donné, c'est pour que vous puissiez prendre des décisions, que vous nous consultiez, soit, mais pas tous les 4 matins. Et toi, Christelle, avec ton expérience dans la communication politique et au sein de la société civile, euh, qu'est-ce que tu en penses? Peut-on encore parler de démocratie représentative quand une part croissante de la population ne se reconnaît plus dans les urnes ni dans les institutions? Comment est-ce que tu interprètes ce désenchantement politique? Eh bien, les collègues ont très bien expliqué. Il y a à la fois une désaffection vis-à-vis des institutions politiques et de la démocratie représentative, mais plus largement, à l'époque à laquelle on vit, une désaffection, un désamour, une baisse de confiance radicale envers toutes sortes d'institutions, plus généralement. Et des institutions dont beaucoup ensemble, en fait, contribuaient à la construction d'une certaine culture politique qui fonctionnait mieux avec des modèles plus anciens de démocratie représentative. Les syndicats, les associations locales, les scouts et les églises hein, sont toute une série d'institutions qui, à l'époque ultramoderne dans laquelle on vit, ne sont plus des lieux de référence pour les citoyens, parce que les lieux de référence sont extrêmement individualisés. Ils passent par nos écrans, par nos comptes, par Netflix, par nos choix les plus individuels possibles. Et donc, demander aux citoyens d'être mobilisés dans une expression institutionnelle qui représente l'ensemble de la nation, ça va à l'encontre de cette logique-là et ça appartient à un monde qui est plus ancien. Je ne dirais pas un monde qui a disparu nécessairement, mais qui nécessite, et je suis tout à fait d'accord avec ce que la fois Pascal et Franck ont mentionné, il nécessite d'autres modes d'action. Alors, la façon dont moi je me suis frotté à ces questions, c'est aussi au niveau de la démocratie européenne. Et là, euh, assez, assez tôt, quand j'ai commencé à travailler pour l'Alliance évangélique européenne, je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable mise en œuvre en fait de ce qu'on appelle non pas la démocratie représentative, qui fonctionne aussi au niveau européen avec le Parlement européen notamment, mais la démocratie participative, qui est un autre élément. Et ce qui est intéressant quand on se penche sur cette question ou l'historique de l'émergence de cette notion de démocratie participative, c'est que la démocratie participative vient d'une réflexion qui est éthique, normative. C'est-à-dire, est-ce que les citoyens ont un devoir de continuer de jouer un rôle dans la délibération populaire et dans les décisions, au-delà du mandat qui a été donné aux élus? Et la réponse de la démocratie participative est un oui très franc. Et il y a eu
toute une série d'expérimentations et beaucoup d'argent, en fait, hein, des citoyens qui a été donné pour des initiatives visant à renforcer la participation des citoyens, parce que alors, on parlait de la difficulté de la démocratie représentative en France ou dans d'autres États, mais à l'échelle européenne, c'est encore plus grave, hein. C'est difficile pour des citoyens de se projeter à l'échelle européenne. Et une fois que les élections européennes sont passées, peu ou prou, on oublie en fait ce qui se passe à l'échelle européenne. Et c'est pour ça que ça crée ce besoin de se poser la question de qu'est-ce qui se passe entre deux scrutins. Et moi, je plaide pour le fait qu'on réalise que la vitalité démocratique aujourd'hui, plus encore qu'avant, nécessite une plus grande prise en compte et puis une plus grande mise en œuvre aussi de mécanismes de démocratie participative. On a parlé du référendum, qui est un exemple, mais si vous vous baladez dans les rues du quartier européen à Bruxelles, vous verrez euh, régulièrement passer des représentants d'associations qui représentent tel ou tel intérêt, telle ou telle communauté, telle ou telle situation. Il y a une vitalité de débat citoyen qui se colle en fait à la démocratie représentative et les deux fonctionnent ensemble. Hmm. Mm. Tant qu'on est dans l'Europe, Franck, tu as évoqué tout à l'heure ce que disait ce que vous avez confié le président par rapport à la blessure qu'avait été le référendum de 2005. Le même Emmanuel Macron, en janvier 2018, déclarait à des journalistes de la BBC qu'il ne procéderait pas à un référendum sur la sortie de l'Union européenne, car les Français voteraient pour sortir. Alors depuis, on a pu voir une petite légère augmentation du taux d'adhésion à l'Union européenne de la part des Français qui avoisinerait les 34%, ce qui fait que les Français restent parmi les plus eurocritiques. Mais on a vu une légère augmentation, et ceci au fur et à mesure des différentes crises que nous avons traversées. Mais finalement, est-ce que c'est une réelle adhésion ou c'est les simples conséquences du syndrome de Stockholm? Non, il y a une réelle adhésion à cause de grandes crises par lesquelles nos pays européens traversent. Et quand on passe par des périodes d'insécurité, hein, la guerre en Ukraine actuellement en est une période d'insécurité et de questionnement, on se dit qu'on est quand même plus fort ensemble. Et que pour le coup, il y a des sujets qui paraissaient très importants il y a encore 3 ans, qui le sont moins. Hein. On va moins parler de l'intervention de l'Union européenne auprès de la fabrication du camembert en Normandie, voilà, pour faire caricatural. Les sujets aujourd'hui sont des sujets fondamentaux. C'est le sujet de la sécurité, c'est le sujet aussi d'être en capacité à pouvoir faire pression sur un pays ou sur un autre. Le sujet, c'est d'être en capacité ou non d'avoir une indépendance en termes de défense ou une collégialité, au contraire, bien construite, bien pensée. Tous ces sujets-là ont pris le devant de la scène. Donc moi, je ne suis pas étonné qu'il y ait aujourd'hui une prise de conscience que l'Europe, ça ne sert pas à rien. Bon. On le voit aussi avec l'attitude des Anglais, parce qu'ils sont tout proches de nous géographiquement, mais finalement, eux, ils disent oui, chouette, sortons vite, et puis aujourd'hui, on essaye de trouver par quelle petite porte ils peuvent de nouveau entrer quand même. Bon, donc on ne vit pas les uns sans les autres. Ça, c'est un leurre. On vit les uns avec les autres. Sauf que cette vie ensemble, il faut être en capacité de l'organiser. Et les citoyens euh, français comme européens ont eu le sentiment aussi que, et moi je pense avec raison, que parfois l'Europe, elle s'occupait trop de ce qui n'était pas son affaire. Et on se souvient de toutes les vraies questions, les vrais sujets autour de la question de la subsidiarité. C'est-à-dire qu'est-ce qui doit être traité au niveau européen, qu'est-ce qui doit être traité au niveau national et qu'est-ce qui doit être traité au niveau local, la commune, etc. Je vais prendre un exemple, et c'est un exemple que je trouve criant. Actuellement, dans ma commune, il y a eu un débat sur la création d'une mare ou l'entretien d'une mare. Bon, nous avons des mares dans ma commune, donc avec des nénuphars, des joncs, etc. Euh, donc on nous a dit, ah oui, chouette, l'Europe peut intervenir sur ce sujet-là, elle va vous aider, vous donner des financements, etc. Très bien, on a commencé à réhabiliter une mare. Puis après, il faut l'entretenir. Et là, on nous dit, ah ben non, 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 l'Europe, elle vous aide à donner le premier coup de pelle.
Après, c'est fini. Hein, l'Europe, elle n'est pas là. Bon. Et puis, quand on est revenu nous chercher en disant, ah, vite, 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 il y a des crédits européens de nouveau sur les mares. Vous voudriez pas en créer une mare? Bah, il dit, attendez, on en a déjà une, il faut qu'on l'entretienne, et on nous dit que l'Europe n'a pas de sous pour nous aider là-dessus. Oui, oui, non, mais elle peut vous aider à créer. Après, vous vous débrouillez. Bah, attendez, on ne va pas créer 36 mares dans la commune parce qu'il y a de l'argent pour créer des mares. Vous voyez. Et c'est ce genre de dialogue qui paraît totalement absurde, mais totalement absurde aux citoyens en bas, si je puis dire, alors que l'Europe, on l'attend sur oui, des vraies questions transversales. Et ça, je pense que ça redonnerait de la confiance. Et puis, David, tu faisais remarquer ces quelques points de confiance supplémentaires. C'est important. Mais je reviens au sujet du référendum. Pour moi, ce référendum, il posait plusieurs problèmes politiques. Hein. Je me souviens très bien de cette campagne autour de ce référendum. D'abord, on n'a pas voulu écouter les habitants européens sur un certain nombre de points qui leur paraissaient fondamentaux. Je pense au débat qu'il y avait eu sur mentionner les racines chrétiennes dans le préambule de la Constitution européenne. Enfin, il y a eu plus d'1 million de citoyens européens qui ont souhaité que cette mention existe. C'est une mention. Et finalement, ça n'a pas été suivi des faits. Mais, mais c'est catastrophique, ça. Quand on voit autant de citoyens manifester un tel désir, parce qu'on n'a jamais vu de collectif citoyen aussi important après, pour demander quelque chose. Donc qu'on le balaie d'un revers de main, c'est pas raisonnable. Et puis ensuite, on l'a vu pendant la campagne de 2005 sur le référendum, il y en a qui étaient sur des positions idéologiques. Je me rappelle, un élu haut placé dans ma région disait Chirac vous demande de dire oui, dites non. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on fait de la politique? Alors, il ne faut pas l'oublier, la politique, c'est aussi des rapports de force et parfois des opportunités de rapports de force. Et le débat de 2005, il a été détourné par une élitocratie, disons les choses. Le résultat du référendum a été ignoré par une élitocratie, là aussi. Et finalement, on sait ce que ça a donné. Les Français ont eu l'impression d'être contournés, détournés, finalement négligés. Et ça c'est très mauvais pour la démocratie. Moi, je suis intervenu à l'époque auprès de plusieurs sénateurs et de députés en disant, mais vous ne vous rendez pas compte de l'ombre portée que ça va avoir, cette histoire de 2005. Eh bien, aujourd'hui, on en constate encore les échos sourds, mais ils sont toujours là. Hmm. Tout à fait exact. Moi aussi, j'ai participé à ce débat. Il était passionnant, le débat sur le référendum. Les débats à tous les niveaux ont été intéressants. Dans les partis politiques, dans les cafés, enfin, tout le monde en a discuté. Donc il y a eu vraiment un moment démocratique passionnant, où on a vu aussi que ce peuple français est un peuple politique et qui s'empare des questions de ce genre, voilà, de manière assez étonnante. Je pense vraiment que ce référendum avait ni queue ni tête. C'était ni le moment, ni les bonnes questions, ni la bonne façon de faire. On a mélangé trois choses dans ce référendum. Il y avait à la fois des choses très pratiques d'organisation des pouvoirs et des votes au sein de l'Union européenne, et c'est en réalité ça que le traité de Lisbonne va mettre en place. Donc, une partie du sujet. Il y a un autre sujet qui était un préambule où on a fait, où quelque part, on actait une Europe libérale, néolibérale, ouverte et mondialiste, qui était dans l'air du temps, mais qui n'était pas des fondamentaux profonds de ce que c'est que l'Europe. En particulier, il n'y avait pas l'origine chrétienne de l'Europe. C'était d'ailleurs, ça a été refusé à la demande des Français, de Chirac et de Jospin. Beaucoup de pays voulaient mettre cette mention-là, et lors des négociations préalables, c'est les Français qui ont bloqué sur ce sujet. Et puis d'autre part, on appelait ça une constitution alors que l'Union européenne n'est pas une union politique. Et ça, il faut bien le comprendre encore aujourd'hui. Ce n'est pas un État fédéral européen. Le débat démocratique au niveau européen sera toujours un problème parce que nous ne sommes pas dans une structure fédérale. Dans une structure fédérale, il y aurait un exécutif, un parlement, une élection, et tout serait décidé par cet exécutif et ce parlement.
C'est pas la situation de l'Union européenne. Donc, c'est un mensonge d'appeler ça une constitution, parce qu'il n'y a pas d'État européen aujourd'hui. Il y a une union de nations européennes qui se concertent et qui ont mis en commun un certain nombre de compétences. Et l'autre sujet, et là, Franck a 10 000 fois raison, alors j'essaie de le prononcer, mais je suis un dyslexique, donc c'est pas toujours facile. La subsidiarité, non, je vais pas réussi, est typiquement le problème qui a été méconnu, qui est méconnu déjà en France. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui doit être décidé au plus bas, les décisions doivent être prises au plus près des citoyens et tout ce qui peut être décidé au plus bas, au plus près des citoyens doit être le fait. La question de la construction d'une mare n'est pas du domaine de l'Union européenne. La question, c'est le même débat entre régions, départements et communes sur la culture. Tout le monde se mélange à la culture. Normalement, on devrait avoir des compétences uniques. C'est-à-dire que, par exemple, la région s'occupe, par exemple, des transports ferroviaires. Bon, il n'y a que la question au niveau Europe, il y a des questions qui sont au niveau européen qui sont de la compétence uniquement de l'Union européenne, comme les traités économiques. Ça paraît très bien et on le voit qu'effectivement, c'est peut-être très utile aujourd'hui pour négocier avec Trump de peut être 450 millions à négocier et pas 50 millions. Par contre, et là aussi c'est une erreur qui a été faite, on a appelé ça des compétences partagées où l'Union européenne a une partie de la compétence et les États-nations ont une autre partie de la compétence. Et c'est là où tout s'est mélangé, où y compris les États ont fait voter des... Parce qu'au final, c'est quand même le Conseil des ministres, donc les États, ils sont rassemblés, qui décident au final et qui prennent les décisions. Même si depuis Lisbonne, ça s'est un peu évolué et qu'il doit y avoir une négociation avec le Parlement, mais au final, ce sont les États qui décident. Ce n'est pas la Commission européenne, ce n'est pas le Parlement, c'est les États, c'est les ministres, c'est les présidents, c'est les premiers ministres qui décident des décisions de l'Union européenne. Là, il y a eu un énorme mensonge pendant des décennies, c'est que pour des raisons X ou Y, il y a des décisions qu'on a fait passer à l'Europe en disant c'est l'Europe qui le veuille, alors que c'était M. Chirac, M. Sarkozy, M. etc., qui votaient et qui ont voté ces décisions. Et s'ils avaient dit non, parce qu'y compris sur l'ensemble du sujet, il y a le droit de veto, ces décisions n'auraient pas été prises. Donc, ce vote, et c'était dommage parce que le débat était beaucoup plus intéressant que la question posée, mais ce vote n'avait ni queue ni tête. Ce référendum n'avait ni queue ni tête. Et c'était évident qu'il n'aurait pas dû avoir de référendum. Il n'aurait dû pas avoir de constitution. Il devait peut-être avoir un traité, un énième traité de la réorganisation des pouvoirs et des votes, mais qui n'avait pas besoin de faire un référendum pour cela. Et on aurait eu directement le traité de Lisbonne. Je ne sais pas si je suis clair sur la question européenne, mais il faut bien comprendre que c'était un ovni juridique, l'Union européenne. Juriste, non, mais c'est les termes juridiques, c'est dans Oui, les c'est vrai. manuels de droit, on le présente comme un ovni, c'est-à-dire que c'est une structure qui n'a jamais existé avant et qui n'existera peut-être plus après. Et l'autre point important, pour comprendre le problème de la manque de démocratie au niveau Union européenne, c'est que l'Union européenne a été fondée sur une vision. Il y a deux visions quand on crée l'Union européenne ou le marché commun. Je schématise, je caricature, mais tant pis. Il y a celle de Jean Monnet et celle de Robert Schuman. Tout va simple. Mais il y avait beaucoup d'Européens, des SPAC des- et d'autres. Désolé, parce qu'il n'y a pas que les Français. Mais Schuman, c'était sur la réconciliation et le pardon. Et cet élément-là est toujours central et est toujours un modèle pour le reste du monde. L'Union européenne, c'est des pays qui se sont entretués pendant des milliers d'années et qui ont décidé de vivre ensemble. C'est une idée extraordinaire en soi. Et celle de Monnet, qui était aussi intéressante, qui était de dire le business fait la paix. C'est un mensonge. Mais c'était sa pensée profonde et ça datait de très loin. Et c'était un pacifique. Mais il disait aussi une autre chose, il disait, on ne fera jamais l'Europe avec les politiques et les démocraties. Et donc, on a créé une structure où le droit et où, y compris la Commission, avait des pouvoirs plus importants que dans une structure fédérale ou une structure nationale, parce qu'ils estimaient qu'il fallait qu'une technocratie se crée, entre guillemets, même si je n'aime pas le terme, pour faire avancer quelque chose qui n'avancerait jamais simplement par des votes nationaux, parce qu'il y aurait toujours un blocage. Et l'exemple, c'était
la commission, la communauté de défense qui n'était pas passée au Parlement français, en particulier parce que les bouilleurs de cru du Calvados, je suis désolé pour Franck, ont voté contre. Euh, je ne sais pas si vous comprenez, mais il y a eu donc il y a toujours cette ambiguïté dans l'Union européenne entre un pouvoir qui reste, qui n'est pas démocratique complètement, qui est en partie démocratique, mais qui n'est pas démocratique parce que ce n'est pas un État fédéral. Et ce n'est pas un État, et c'est quand même une union de nations. Et ça le reste, très largement, sauf sur certains sujets. Et les Français, tout le monde ne comprend rien à ça. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à essayer de comprendre, parce que c'est incompréhensible. Je pourrais renchérir sur les points qui ont été mentionnés, notamment sur cette expression hein, de la Constitution, Constitution pour l'Europe. C'était vraiment le nom de cette proposition. C'est un projet de Constitution pour l'Europe. Et je pense que là, il y a eu un peu, pour pas dire d'hubris, de vision un peu trop idéaliste ou utopiste de nombreux Européens. Ben, en France, Valéry Giscard d'Estaing en était un. Une vision très fédéraliste, une vision selon laquelle l'avenir de l'Europe, c'était une sorte de fusion des diverses nations au sein d'une seule entité politique. Alors, euh, j'ai déjà entendu des personnes argumenter sur un plan théologique et biblique hein, en disant que ben voilà, la vision de l'Apocalypse, c'est quand même un rassemblement de toutes les nations autour du Christ et peut-être que cette vision européenne est la traduction de cela. Dans le monde catholique, il y a vraiment cette pensée-là, ça existe aussi. Et c'est vraiment entretenu. La nuance que j'apporterais quand même, c'est que l'Apocalypse parle d'un moment où les peuples apportent la gloire de leur nation. Et donc, il y a à la fois dans la vision biblique cette idée de rassemblement des peuples, mais de maintien des distinctions des populations, des cultures, des langues, etc. Donc, il y a eu cette vision très fédéraliste qui était apportée et puis soumise. Euh, euh, je comprends tout à fait le sentiment selon lequel voilà, ce référendum aurait peut-être pas dû avoir lieu. En même temps, je suis content qu'il y ait eu le débat. C'est pas le référendum, au moins le débat, parce que à l'époque, j'observais un peu ce qui passait dans divers pays, et je dois dire qu'en France, en fait, je ne connais pas d'autres pays européens où le débat autour de l'avenir de l'Europe, autour de l'année 2005, hein, a été aussi fourni, aussi bien articulé, où autant de visions ont été exprimées. Et ça franchement, c'est une richesse. D'ailleurs, je trouve que ce qu'il aurait dû y avoir lieu, ça aurait été une continuation de ce débat après le non. Parce qu'une fois que voilà, le peuple a dit non, mais non à quoi et pourquoi, ça n'était pas en fait sur les bulletins de vote. Et donc, il aurait fallu que l'articulation de la vision pour l'Europe se fasse mieux, en fait, pour mieux comprendre euh, quoi mettre en place. Hmm. Tout ce qui est resté, c'est le traité de Lisbonne. Et c'est vrai aussi, et je peux le voir 20 ans plus tard, ce réflexe de beaucoup de politiciens au niveau national de rejeter sur Bruxelles une responsabilité ou une initiative qui en fait est la leur, ou une décision qui part d'eux ou alors a terminé sur leur bureau, bah, ça continue. Et on l'a vu vraiment en campagne du Brexit, hein, qui était il y a exactement 10 ans de rejeter sur Bruxelles toute une série de décisions qui en fait étaient des décisions nationales. La position du Royaume-Uni sur l'immigration, par exemple, était une décision nationale euh, qui a été pointée du doigt comme une décision venant de Bruxelles. Donc, il faut réaliser en tant que citoyen que ce genre de jeu de pouvoir existe aussi en lien avec la démocratie européenne. Hmm. Donc on parle de jeu de pouvoir, de démocratie européenne. Il n'y a pas longtemps, sur mon fil YouTube, je pense que l'algorithme sait que j'apprécie les analyses de Christelle Lamerniambi, puisque dès que tu passes quelque part, il me prévient.
Et tu as été interviewé par un journaliste qui te parlait de candidats antidémocratiques lors de certaines élections en Europe de l'Est. Et j'ai été surpris, et donc je t'ai contacté en privé parce que est-ce que ce n'est pas là un oxymore ou un abus de langage? Un candidat qui, en se présentant aux élections, respecte donc le jeu de la démocratie, est-ce qu'il peut être qualifié d'antidémocratique? Ça me fait penser un petit peu à ces candidats qui fleurissent à chaque élection, qui se disent anti-système et Ouais. qui se présentent aux élections du système, avec le parrainage des maires du système. Alors, au-delà des positions, est-ce que les mots ont une réalité? Ah, ben, c'est une question qui est très intéressante. Alors, je pense que dans ce cas de l'entretien que j'avais, c'était une facilité de langage, hein, pour souligner le contraste entre démocratie et antidémocratie. Et moi, j'aime beaucoup la nuance, donc j'ai toujours du mal quand on synthétise trop et puis on aplatit un petit peu les nuances. Euh, dans le cas, puisqu'il était question des élections qui ont eu lieu en Roumanie et en Pologne, on attend encore à ce jour le résultat du deuxième tour qui aura bientôt lieu en Pologne. Je parlais de cette dialectique qui existe depuis plusieurs années, mais qui se fait entendre très fort aujourd'hui. Dès lors qu'il y a une élection importante, c'est soit la démocratie, soit l'antidémocratie. C'est un petit peu ça l'alternative, en fait, hein. Euh, et j'expliquais en fait que c'était pour moi un symptôme de faux dilemmes qui nous sont donnés, parce qu'en général, dans une élection, quand il y a un débat, une réflexion dans une démocratie, ben, c'est pour plusieurs choix, quoi. C'est pas juste le choix A ou le choix B. Même quand il y a un deuxième tour, au départ, il y a quand même plus que deux candidats en général. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que veut-on dire vis-à-vis de ces candidats jugés comme antidémocratiques? Alors, euh, ce sont souvent des candidats de droite, même s'il y a des candidats de gauche qui sont aussi euh, euh, pointés du doigt comme étant antidémocratiques. Certains sont pour des partis qui sont des partis parlementaires, qui soutiennent les institutions démocratiques telles qu'elles existent. D'autres ne le sont pas, sont véritablement fascistes ou néofascistes. Euh, il faut déjà opérer une première distinction. Euh, mais l'autre chose, et c'est pour ça que pour répondre à la question, je ne peux pas dire si c'est un oxymore ou pas un oxymore, en fait, ça dépend de qui on parle. Il y a des candidats euh, anti-système qui sont des candidats démocratiques. Et on peut ne pas être d'accord avec eux, mais ça reste des candidats démocratiques. Je pense que Madame Meloni, née en Italie, qui est qualifiée comme une dirigeante d'extrême droite à la tête d'un gouvernement, est une démocrate. Je veux dire, ce serait difficile de contre-argumenter dans ce sens-là. Maintenant, il y a aussi des mouvements politiques dont la vision et dont le travail a pour effet d'affaiblir l'état de droit, d'affaiblir certains principes démocratiques, l'égalité entre les citoyens, et d'autres principes qui forment aussi la démocratie. Vous voyez, on a cette facilité de réflexion à réduire la démocratie à l'expression populaire, certes, ça en fait partie, bien entendu, mais la démocratie, c'est surtout l'après-Deuxième Guerre mondiale qui nous l'a démontré, la démocratie dépend aussi d'autres principes, hein, la tolérance à la diversité, la protection des minorités, l'état de droit, l'alternance démocratique et d'autres principes qui complètent la démocratie et sans lesquels ben, la démocratie est incomplète. Et si un mouvement politique euh, a des tendances ou un programme, encore une fois, ça dépend vraiment de qui on parle, hein, donc je ne veux pas faire de grandes étiquettes, mais qui irait à l'encontre de ces principes démocratiques-là, mais joue le jeu des élections, eh bien, on peut dire que c'est un mouvement, un candidat de tendance antidémocratique. Pour moi. Euh, en 81, je travaillais à l'Assemblée nationale, comme tu l'as fait remarquer, et il y a un député de la majorité nouvellement élu qui a dit dans l'hémicycle, phrase suivante, je suis juridiquement majoritaire parce que je suis majoritaire dans l'Assemblée. Mhm. Ça fait un tollé. Dans sa tête, et dans la tête en particulier très française
la souveraineté populaire, l'Assemblée nationale qui fait les lois et la loi. La démocratie, c'est effectivement la représentation populaire. Mais d'une manière plus générale, c'est aussi un corps juridique et civilisationnel, je veux dire, européen, qui date du Moyen Âge, on passe de l'habeas corpus, mais essentiellement avec... Non, mais on revient là, en passant par Montesquieu, la séparation des pouvoirs. Ce qu'on appelle, nous, la démocratie européenne, c'est à la fois la démocratie, c'est-à-dire l'élection libre dans les pays et la représentation, mais c'est aussi la liberté d'expression, la liberté religieuse, la liberté de penser, l'indépendance du système juridique, du système politique, l'indépendance, une presse libre et indépendante, c'est tous ces éléments-là, et je pourrais en citer d'autres, l'état de droit, et c'est tous ces éléments-là qui forment la démocratie. Et la démocratie, ça ne se résume pas, je fais un peu de copier-coller avec Christelle, mais ne résume pas seulement au vote. C'est un élément, mais ce n'est pas l'élément unique. Et je crois que c'est assez sage. Euh, on ne va pas faire d'histoire sur la Révolution française, etc. La démocratie, l'élection ne peut pas être absolutiste. Hmm. Et c'est vraiment typiquement un problème français. En sens que si ça a été décidé, tout doit être. Il y a des notions de contre-pouvoir et de limitation des pouvoirs. Et moi, personnellement, y compris en chrétien, je ne souhaite pas d'avoir de système absolutiste. Hmm. Ils sont toujours négatifs. Je souhaite avoir un pouvoir qui soit des fois un peu morcelé, un peu euh, différent, contradictoire, et qui permet effectivement d'avoir des possibilités de laisser de la liberté à l'individu, de la liberté personnelle. Tout à l'heure, tu parlais du syndrome de Stockholm. J'ai beaucoup réfléchi à ça, mais donc, c'est grosso modo quelqu'un qui est pris en otage et qui, quand il est libéré, prend le point de vue du preneur d'otage. Une société civile qui décide de mettre ensemble des choses et le font par, d'une certaine manière, une contrainte, que ce soit au niveau d'une commune ou de niveau européen, qui l'ont dit on a besoin de ma force armée, de la mettre en commun pour me défendre. C'est toujours une contrainte. C'est jamais libre. Quelque part, on pourrait tous penser que l'anarchie, c'est le meilleur des systèmes et qu'on vit chacun chez soi. Ça pourrait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas comme ça. On ne va pas sur cette terre. Est-ce que dans l'au-delà, il y aura l'anarchie? C'est peut-être autre débat. Je ne pense pas non plus, ce n'est pas le thème que j'utiliserai. Mais en tout cas, euh, ce que je veux dire, c'est que une structure politique, un État, est toujours sur une notion de contrainte. Parce que j'ai volontairement accepté, c'est le principe de code de la route, je ne peux pas faire n'importe quoi, parce que ma liberté s'arrête là où la liberté d'autrui commence, et je ne peux pas avoir une totale liberté si c'est à l'encontre de la liberté d'autrui. C'est aussi faire ce que tu veux, fais à autrui ce que tu veux qu'il te fasse. Ce sont ces principes de là qui créent la notion même du politique et de la notion politique. C'est de mettre en commun dans la cité des choses que je pourrais faire moi-même et que je confère à quelqu'un d'autre. Et c'est une contrainte. Est-ce que c'est un syndrome de Stockholm? Je n'en sais rien. Peut-être, certaines fois, sûrement. Mais c'est une réalité. Très bien. Messieurs, j'aurais encore plein de relances à vous faire, parce que ce sujet est énorme et qu'il me passionne. Je crois qu'on a reparlé aujourd'hui de démocratie et qu'on ne va pas clore le chapitre aujourd'hui. Déjà parce que qui sommes-nous pour clore ce chapitre? Mais surtout parce qu'il y a encore plein de concepts que l'on pourrait reprendre et je pense que je vais vous contacter tous les trois et voir d'autres pour qu'on puisse dans les semaines et mois qui viennent parler un peu plus de démocratie et de toutes les différentes facettes que ce mot renferme. D'ailleurs, vous qui nous avez écoutés jusque-là, bah, j'imagine que si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié la discussion. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à nous confier les sujets que vous aimeriez bien que l'on aborde ensemble ou les questions que vous avez, que tout cela vous pose.
En attendant, merci beaucoup, messieurs, pour ces riches échanges. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Au Bientôt. revoir.